Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du premier grand tour de la saison. Et oui, le Giro d'Italia s'était lancé il y a une semaine maintenant, vendredi dernier. Départ en Hongrie pour la 105e édition du Tour d'Italie. Et on a eu pendant cette première semaine déjà quelques enseignements, on va en parler aujourd'hui. On va débriefer les étapes une par une, rapidement bien sûr. Et enfin pour terminer, j'aimerais qu'on parle de 5 coureurs qui ont retenu mon attention durant cette première semaine du Giro. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Donc ce Tour d'Italie, il a commencé avec une première étape en Hongrie. Il y a eu 3 étapes lors de cette première semaine du Giro en Hongrie. Première étape pour les punchers, pour les sprinters punchers, et remportée par le néerlandais, le phénomène Mathieu van der Poel qui s'impose. Pour son premier Tour d'Italie, il va endosser son premier maillot rose devant l'Érythréen Binyam Girmay et devant l'Espagnol de l'équipe Bahreïn Victorious Pello Bilbao. On n'a pas eu grand chose à retenir finalement lors de cette première étape. On n'a pas eu de favori lâché, à part peut-être la chute de Caleb Ewan quand même, qui était troisième avant de chuter lors du sprint. Il a touché la roue arrière de Binyam Girmay et puis il est tombé. On a eu peur au début que l'Australien ne puisse pas repartir, mais finalement il a pu se relever. On avait tous un peu en tête le scénario de Pontivy l'an passé où il n'avait pas pu repartir après avoir touché là aussi la roue de Peter Sagan. Là c'était une fracture de la clavicule et il n'avait pas pu repartir. Donc voilà ce qu'on peut retenir finalement de cette première étape, la victoire de Mathieu van der Poel et la très bonne place de Binyam Girmay. Rien à retenir chez les favoris, quelques coureurs ont perdu quelques secondes. Voilà, ceux qui étaient bien passés, c'était Richard Carapaz, Wilco Kelderman, Bauke Mollema, voilà, Joao Almeida, mais rien vraiment concrètement à retenir pour le classement général lors de cette première étape. Le lendemain, c'était un contre-la-montre de 9 km, là aussi en Hongrie. On a eu quand même quelques surprises lors de cette étape, avec la victoire de Simon Yates. Alors on sait que Simon Yates, il est capable de se sublimer sur certains contre-la-montre. On avait vu notamment à son avantage lors de Paris-Nice où il a fini 4ème je crois du contre-la-montre derrière les 3 Jumbo-Visma. Là il remporte l'étape devant Mathieu van der Poel, voilà, qui même si il l'avoue, il utilise très peu son vélo de contre-la-montre. Voilà, on voit qu'il est très adroit, c'est un exercice quand même qu'il affectionne. Et la 3ème place de Tom Dumoulin quand même qui termine à 5 secondes donc du Britannique Simon Yates. Là, c'était une petite surprise. On ne savait pas vraiment à ce moment-là comment était la condition de Tom Dumoulin. Et agréablement, on a été assez surpris de voir son niveau. Voilà, le néerlandais qui revient quand même d'une année passée assez contrastée où il a fait une sorte de burn-out. On ne l'a pas vu de la saison. On ne savait pas trop finalement s'il allait continuer à jouer les premiers rôles dans le peloton. Mais finalement, cette 3ème place nous a rassuré un petit peu à ce sujet. A noter également la très belle place de Romain Bardet qui fait 17ème à 24 secondes seulement, devant un Richard Carapaz par exemple. Voilà, un Joao Almeida un petit peu décevant, 11ème à 18 secondes. Mais voilà, on a eu quand même quelques petits enseignements lors de cette étape, avec quand même, il faut le dire, un vainqueur assez surprise. On ne s'attendait pas forcément à voir Simon Yates triompher lors de cette 2ème étape, et ça a été le cas. La 3ème étape, elle était réservée aux sprinters. Et on a eu la victoire du cave, Mark Cavendish qui remporte une nouvelle victoire sur le Giro, 9 ans après sa dernière victoire sur les routes italiennes. Il s'impose devant Arnaud Démare et devant Fernando Gaviria. Et un Mark Cavendish très puissant, très fort, il a lancé aux 200 mètres en tête. Personne n'a réussi à le remonter, à le déborder, que ce soit Arnaud Démare ou Fernando Gaviria. Voilà, le cave a tenu son rang et a très bien sprinté jusqu'au bout pour aller s'adjuger une nouvelle victoire sur le Tour d'Italie, et comme quoi c'est toujours l'un des meilleurs sprinteurs du monde, malgré le fait qu'il ne sera sûrement pas aligné sur le Tour de France à cause de la présence de Fabio Jakobsen. Voilà, Mark Cavendish, malgré son âge, malgré une année assez compliquée il y a 2 ans à la Bahreïn Victorious, il est toujours en vie et il est toujours en forme. On quitte donc la Hongrie pour arriver en Sicile, la première étape de montagne très tôt dans le Tour d'Italie. 4ème étape, une arrivée à l'Etna. Alors, beaucoup disaient que c'était une étape de montagne qui se trouvait très tôt dans le Tour. Et forcément, peu de favoris allaient se découvrir. C'est donc pour cette raison qu'on a eu une échappée qui allait au bout, avec la victoire de l'Allemand Lennart Kemna.
vainqueur à Villard-de-Lans sur le Tour de France en 2020, vainqueur sur le Dauphiné cette même année. On l'avait peu vu l'an passé, là aussi comme Tom Dumoulin, il a vu quelques problèmes, une sorte là aussi de mini burn-out. Mais là on revoit le vrai niveau de l'Allemand de l'équipe Bora, et c'est rassurant. Et à la deuxième place, on voit aussi Juan Pedro Lopez qui, dans le même temps, va prendre le maillot rose de leader, juste devant du coup Lennart Kamna au classement général. Voilà, Juan Pedro Lopez, premier grimpeur à prendre le Maglia Rosa à l'issue de cette étape. Chez les favoris, pas grand chose à dire, Richard Carapaz, Romain Bardet, Joao Almeida étaient là. Cependant, on a eu quand même quelques défaillances. C'était le cas de Tom Dumoulin qui a vu qu'il n'était pas dans le rythme. On était un peu rassuré de son niveau lors du deuxième contre-la-montre, du premier contre-la-montre lors de la deuxième étape en Hongrie. Mais finalement, voilà, Tom Dumoulin n'est pas dans l'allure. Et puis Guillaume Martin aussi qui a été assez décevant, qui a perdu 4 minutes lors de cette étape. Et là, on s'est dit que le classement général allait très compromis. Mais vous allez voir par la suite que Guillaume Martin nous a fait du Guillaume Martin comme à son habitude, et qui n'est pas encore mort dans ce classement général. Une 5e étape, encore une fois dédiée aux grosses cuisses, aux sprinters, et victoire française avec Arnaud Démare qui s'impose du coup devant Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo. Arnaud Démare très costaud là, vraiment là comme Mark Cavendish, personne n'a réussi à le déborder. Une étape très animée puisqu'on a eu un col au milieu de l'étape qui a fait pas mal de dégâts. Mark Cavendish notamment qui avait été attendu par quasiment toute son équipe distancée. Caleb Ewan qui avait là aussi été distancé, qui apparemment aurait eu un problème mécanique, d'où le fait qu'il soit distancé. Mais Arnaud Démare avait été également lâché dans ce col. Il a basculé avec 1 minute de retard je crois au sommet sur le peloton. Il est parvenu à revenir et il a pu jouer finalement la gagne sur cette étape et l'emporter. 2 ans après ses 5 succès sur le Giro en 2020 plus le maillot cyclamen et la victoire en 2019, je crois qu'il avait remporté une étape en 2019. Voilà, ça commence à faire un sacré palmarès pour le Picard sur les routes italiennes. Première victoire française sur ce Giro et on espère qu'elle va en appeler d'autres puisque le lendemain, pas de changement, toujours le Picard qui s'impose. Arnaud Démare l'emporte devant Caleb Ewan et Mark Cavendish. Là, ça s'est joué à un cheveu, à même pas un boyau. Voilà, ça s'est vraiment joué à très très peu face à Caleb Ewan. Ça me rappelle un peu le final lors du Tour de France 2016 où ça s'était joué à rien entre Brian Cocard et Marcel Kittel. Là vraiment la distance entre les deux était infime. Ça me rappelle vraiment voilà, ce finish entre l'Allemand et le Français. Arnaud Démare l'emporte devant l'Australien et devant Mark Cavendish. Le maillot cyclamen est pour le moment très bien attaché sur le dos du coureur de la Groupama FDJ, en espérant que ça tienne jusqu'à la fin du Giro. Le lendemain, c'était une étape plutôt pour les punchers, pour les baroudeurs, et c'est le néerlandais Koen Bouwman qui s'impose devant Bauke Mollema et Davide Formolo. On a eu une équipe Jumbo-Visma très en vue lors de cette étape, avec notamment Tom Dumoulin dans l'échappée, qui a fait un énorme travail pour son jeune coéquipier de la Jumbo-Visma. Voilà, pas grand chose à redire, rien de spécial au niveau des favoris. Pas de mouvement, donc voilà, victoire de Koen Bouwman devant Bauke Mollema et l'italien Davide Formolo. Et le lendemain, on s'attendait à une étape du même style, avec la victoire du vétéran, si on peut dire, Thomas De Gendt qui s'impose. Voilà, vainqueur au Stelvio, vainqueur au Chalet Renard, vainqueur à Saint-Étienne aussi en 2019 sur le Tour de France. Voilà, victoire donc de Thomas De Gendt devant Gaburo et Arcas. Et il était accompagné aussi dans l'échappée de Van Hoek. Mais on a eu aussi quelques gros poissons dans cette échappée, notamment Biniam Girmay, Mathieu Van Der Poel, Mauro Schmid, mais aussi le français Guillaume Martin. Guillaume Martin qui avait été distancé, donc comme je vous l'ai dit, lors de l'étape de l'Etna, il avait lâché 4 minutes. Il est revenu dans le jeu, dans les rues de Naples. Il a repris 3 minutes, plus de 3 minutes je crois, sur les principaux rivaux. Ce qui fait qu'à l'issue de cette étape, Guillaume Martin est passé de la 28e à la 4e place au classement général. Il s'est complètement relancé, Guillaume Martin. Et voilà, on l'évoquera aussi à la fin de cette vidéo, mais Guillaume Martin a fait du Guillaume Martin. Voilà, ce n'est pas la première fois que ça arrive, une échappée pour se replacer au classement général. Et Guillaume Martin donc se replace le Normand et reste toujours en lice pour pourquoi pas un top 5 ou un top 10 au classement général. Et on arrive donc au clou de cette première semaine du Giro avec l'étape 9.
une arrivée en haut du Blockhaus, le Blockhaus qui avait vu Nairo Quintana triompher en 2017 devant Thibaut Pinot et Tom Dumoulin notamment. On a vu en 2017 beaucoup de spectacles. On a eu cette année également beaucoup de spectacles avec une victoire surprise. Personnellement, je ne m'attendais pas à voir ce vainqueur-là. C'est Jay Hindley qui s'impose, deuxième du Giro en 2020 d'ailleurs, Tao Geoghegan. Voilà, victoire de l'Australien de l'équipe Bora devant Romain Bardet et Richard Carapaz. Il était très très costaud l'Australien. Il a vraiment lancé à 200 mètres de la ligne. Personne n'a réussi à le remonter. Romain Bardet est revenu sur la fin, mais il était trop juste, tout comme l'Équatorien Richard Carapaz. Mais lors de cette étape, on a eu énormément d'enseignements. Voilà, on a vu notamment Juan Pedro Lopez toujours en rose. J'ai oublié de le préciser auparavant, mais il était toujours leader. Juan Pedro Lopez toujours en rose. Guillaume Martin qui termine à 1 minute seulement, ce qui n'est pas trop mal. Vincenzo Nibali qui termine 8ème à 34 secondes, pas très loin non plus. Emmanuel Bourman 7ème à 16 secondes. Domenico Pozzovivo 6ème. Ce sont quand même des coureurs assez surprises quand même. On ne s'attendait pas à les voir aussi haut. Par contre, on a eu de grosses désillusions plus bas. Ivan Sosa qui termine à près de 5 minutes. On a eu également Simon Yates qui a fini très très loin. J'ai pas le nom, je crois que c'est 11 minutes. Hugh Carty qui termine à 4 minutes. Voilà, on a eu quand même un sacré ménage quand même pour les favoris. Et notamment Simon Yates qui était au départ du Giro considéré comme l'un des favoris comme le favori avec Richard Carapaz. Mais qui encore une fois perd tout espoir déjà de remporter le Giro. Alors désormais je vais vous dire donc comment j'ai vécu cette première semaine, comment j'ai vu cette première semaine du Giro, comment on pourrait l'analyser. Alors c'était une première semaine, je m'attendais à mieux, un peu plus de spectacle, même si on a vu beaucoup Mathieu Van Der Poel, Bian Girmay notamment, très actif. En parlant de Mathieu Van Der Poel, j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup d'erreurs tactiques. Après c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, mais voilà, je trouvais qu'il était assez impatient, il a grillé pas mal de cartouches, notamment l'étape de Naples et même la veille encore. Voilà, on l'a vu assez impulsif, voilà, très peu patient, et je pense que ça lui a coûté pas mal d'énergie, notamment pour jouer la gagne dans le final. Mais sinon, voilà, l'Etna, je m'attendais à ce que ce soit une étape très canassée, où une échappée aille au bout finalement, et qu'il n'y ait pas forcément d'explication entre les favoris. Le Blockhaus, j'aurais pensé également que ça aurait fait beaucoup plus de dégâts que ça. Alors, ce manque d'écart entre les tout premiers, il est sûrement dû aussi au fait qu'il y a eu énormément de vent au sommet du Blockhaus, un vent de face très prononcé qui a sûrement dû freiner les ardeurs de nombreux coureurs. On n'avait pas envie de s'exposer et d'exploser aussi après avoir mis une attaque. Donc voilà, la première semaine du Giro, j'ai envie de dire classique. Voilà, on a vu des sprinters, Arnaud Démare qui était bien encore une fois, Mark Cavendish qui a encore son niveau. Mais voilà, et puis j'ai envie de parler de 5 coureurs qui m'ont marqué en bien ou en mal lors de cette première semaine du Giro. Arnaud Démare, forcément, vainqueur de 2 étapes. Il a fini 2ème derrière Cavendish dimanche dernier. Porteur du maillot cyclamen, on a retrouvé le Arnaud Démare de 2020 sur le Giro. Un train encore une fois très efficace. Le train de la Groupama FDJ, il est tout simplement monstrueux. Je pense que le train de la Groupama FDJ n'a rien à envier à celui de la Quick Step Alpha Vinyl. Voilà, donc Arnaud Démare, forcément une satisfaction. On espère en voir d'autres victoires d'étape du Picard sur ces routes italiennes. Alors là, on va passer d'une satisfaction à une grosse déception. Simon Yates. Que dire sur Simon Yates Il a eu du très bien, forcément. Vainqueur du chrono le 2e jour. On s'est dit que Simon Yates était en très grande forme. Et puis, il a tout perdu sur l'étape du Blockhaus. 11 minutes. Voilà, c'est une habitude, j'ai envie de dire, de voir Simon Yates exploser. Très irrégulier. Quand on l'imagine favori ou outsider sur un grand tour, il y a forcément un jour où il va être décevant. Quoique, en 2018 sur le Giro, il était considéré comme outsider mais pas comme favori. Donc quand il a explosé, ça a été une surprise parce qu'il était très fort. Mais pas si choquant que ça. Alors que en 2019 sur le Giro, il a été à la peine. 2020, il avait abandonné, je crois. Plein de petits détails qui font que Simon Yates, s'il veut remporter un nouveau grand tour, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus que Simon Yates a gagné un grand tour,
c'était la Vuelta en 2018. Il faut qu'il soit régulier tout simplement. Et comme les Bardet, comme les Carapaz, voilà, Simon Yates doit être régulier s'il veut espérer remporter une nouvelle fois un grand tour. Et ce qui est dommage, c'est que c'était l'année ou jamais s'il voulait remporter le Giro. Il y avait un parcours qui lui correspondait bien, peu de chrono, même si on sait que Simon Yates, il se débrouille pas trop mal lors des contre-la-montre. Mais voilà, la concurrence n'était pas si élevée que ça. C'était vraiment l'année ou jamais pour Simon Yates. Et malheureusement, ce sera pas cette année et je vois pas Simon Yates remporter de grands tours par la suite. Je pense notamment à un Pogačar ou un Roglic qui ne vont pas s'interdire indéfiniment de ne plus retourner sur les routes du Giro ou de la Vuelta. Donc voilà, la concurrence était un argument pour que Simon Yates remporte ce Giro cette année. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour le Britannique de la Bike Exchange. On va passer à 2 coureurs français. Maintenant, on va parler donc de Romain Bardet, l'Auvergnat de la DSM qui a prolongé son contrat avec l'équipe allemande. Voilà, première semaine très appliquée, vraiment très appliquée de la part de Romain Bardet. Un contre-la-montre sérieux sur l'Etna et sur le Blocos, il a tenu son rang. On a vu très actif sur le Blocos en tentant plusieurs offensives. Donc voilà, franchement, ça promet pour Romain Bardet, vainqueur du Tour des Alpes. Quand on gagne le Tour des Alpes, on arrive très souvent, pas tout le temps, mais très souvent en forme sur le Giro. Là, pour le moment, tout se passe bien pour le coureur de DSM et en espérant que ça tienne. On va passer à un autre Français avec Guillaume Martin qui finit cette première semaine dans le top 10. Et quand tout à l'heure que je vous disais que Guillaume Martin a fait du Guillaume Martin dans l'étape arrivant à Naples, parce que Guillaume Martin, il n'est pas à son premier fait d'armes, il n'est pas à ses premières échappées qui le remettent dans le jeu au classement général. Il l'avait fait l'an passé sur le Tour de France, il l'avait fait sur la Vuelta il y a 2 ans. Voilà, Guillaume Martin est habitué de ces opportunités, des opportunités qu'il va lui-même chercher, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et donc voilà, Guillaume Martin qui, après l'étape de l'Etna, était vraiment décroché à plus de 4 minutes. On pensait que ça allait être très compliqué. L'étape de Naples l'a complètement relancé, où il reprend 3 minutes aux principaux favoris. Et puis l'étape du Blocos, où il était un cran en dessous des autres favoris, mais il était encore là et il limite très bien la casse. Et donc il termine cette première semaine du Giro dans le top 10. Et voilà, c'est une très bonne chose pour Guillaume Martin. Guillaume Martin qui, alors habituellement, fait une très bonne première semaine de Grand Tour et qui, au fil du temps, a un niveau qui décline. Ça avait été le cas notamment sur le Tour de France 2020. On espère qu'il a revu sa préparation et qu'il a voulu commencer ce Tour d'Italie à 90% de sa forme et qu'en deuxième semaine il va aller à 95, 100%, on l'espère. Peut-être qu'il a essayé de tout mettre en place cette année pour arriver justement à 100% en troisième semaine. On sait que la troisième semaine est très exigeante. Mais voilà, Guillaume Martin qui a eu une préparation assez étonnante quand même, puisqu'il a fait un stage tout seul en Sicile, où il a passé plus de 3 semaines je crois en Sicile tout seul avec quelques membres du staff. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du cyclisme. Lance Armstrong faisait ça également par le passé. Bon, même si je pense que le stage n'était pas le seul miracle pour que Lance Armstrong soit le meilleur coureur du monde, je pense il y avait autre chose à côté quand même. Donc voilà, une approche différente pour préparer le Giro, mais pour le moment, je dis bien, réussi au Normand, donc en espérant que ça tienne. Et enfin, pour terminer sur les coureurs qui m'ont marqué cette semaine, alors je pense que vous n'allez pas le trouver, c'est l'Allemand de la Bora-Hansgrohe, Emanuel Buhrmann. Alors Emanuel Buhrmann, c'est un coureur que j'aime énormément, voilà, très très simple, très irrégulier aussi, voilà, un peu à la Thibaut Pinot malheureusement, qui n'a pas le palmarès qu'il mérite, l'Allemand de la Bora-Hansgrohe. Mais il est là, il retrouve son meilleur niveau. Et ça reste à voir qui sera leader chez la Bora-Hansgrohe pour le classement général. On sait que Wilco Kelderman est un peu écarté dans la hiérarchie. Mais Emanuel Buhrmann et Jay Hindley ont un niveau assez semblable. Donc à voir ce que ça va donner lors des prochaines étapes. Mais Emanuel Buhrmann, qui est à l'affût pour le classement général. Et moi je parierais bien sur un petit top 5 pour l'Allemand. Bon, c'est peut-être un petit peu optimiste. Ouais, non, un top 5. Je pense que ce serait une belle cote, je pense, Emanuel Buhrmann dans le top 5 au classement général. Parce que j'aimerais tout simplement le revoir briller, l'Allemand de la Bora.
voilà, qui commence à se faire vieux aussi. Je crois qu'il est pas loin de la trentaine ou voire plus. Il est la génération des Barguil, des Pinot. Ce serait intéressant de le revoir briller quand même sur les grands tours et ce Giro d'Italie en est l'opportunité en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à aller vous abonner à la chaîne, à commenter aussi si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit. S'il y a des petites erreurs que j'ai dit, n'hésitez pas aussi à me les dire. Ça sera toujours bon à prendre aussi pour m'améliorer lors des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, on va parler de cette deuxième semaine du Giro et également dans 15 jours de la troisième semaine et donc de la fin de ce Tour d'Italie. Et sur ce, je vous dis à plus tard.